Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. « 21 août 1670, dans les travées de la basilique de Saint-Denis, décor très sombre bien sûr dans ce bel édifice gothique qui a été complètement redécoré de façon baroque, grand catafalque sombre, intimidant, qui rappelle à toute l'assistance le motif de la cérémonie qui se déroule à 26 ans à peine. Henriette d'Angleterre, madame donc, la belle-sœur de Louis XIV, vient de rendre l'âme, atteinte d'un mal mystérieux, et un prêtre à la voix et au visage expressif est en train de prononcer l'éloge funèbre. C'est le grand Bossuet en personne qui interpelle l'auditoire. S'il faut des coups de surprise à nos cœurs enchantés de l'amour du monde, celui-ci est assez grand et assez terrible. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle: Madame se meurt, Madame est morte. Dans la plupart des hommes, les changements se font peu à peu, et la mort les prépare ordinairement à son dernier coup. Madame, cependant, a passé du matin au soir ainsi que l'herbe des champs. Le matin, elle fleurissait, avec quelle grâce, vous le savez. Le soir, nous la vîmes sécher. » L'assemblée frémit à ce morceau d'éloquence, mais il y a un autre motif de trouble, c'est qu'en cet été 1670, on se demande qui aurait bien pu avoir intérêt à tuer la princesse qui était détestée par certains. Elle a tenu en plus un rôle politique sensible dans les mois qui ont précédé et les circonstances de sa mort n'ont pas l'air très claires. Bref, est-ce qu'on n'aurait pas un tout petit peu aidé madame à mourir ? Franck Ferrand sur Radio Classique. Avant cette mort prématurée, la princesse donne le sentiment d'avoir vécu plus d'une vie. Elle était d'abord, faut le dire, la fille du fameux roi d'Angleterre Charles Ier de la dynastie des Stuarts. Elle était née le 16 juin 1644 à Exeter, en pleine agitation révolutionnaire. Les armées fidèles et hostiles au roi ravageaient le pays au moment de sa naissance et la menace était si grande que sa mère, qui était une princesse française, Henriette Marie de France, la sœur de Louis XIII, donc la tante de Louis XIV, qui à l'époque était à peine un enfant, sa mère a dû fuir vers sa terre natale à peine un mois après l'accouchement, en laissant son bébé derrière elle, et la fillette a attendu 2 ans pour traverser la Manche à son tour, dans les bras de sa gouvernante, déguisée en femme et en fille du peuple. La petite princesse, en tout cas, est arrivée saine et sauve en France, juste avant que la Fronde n'explose, et elle et sa mère, qui n'avaient pas tellement de ressources, se sont retrouvées bloquées dans Paris en révolte. C'était la Fronde. Et pour ne rien arranger, on a appris la nouvelle début 1649 de la décapitation du roi Charles Ier. L'Angleterre avait coupé la tête à son roi, vous imaginez. Si Henriette se sort sans encombre des épisodes de la Fronde, on peut dire que son avenir est incertain. Sur le marché matrimonial, elle n'a pas beaucoup de valeur. Au fil du temps, elle va devenir une adolescente un petit peu frêle, un peu osseuse, diront certains, mais avec beaucoup de charme. Elle est accueillie par ses cousins. Elle comprend qu'on a du mal à lui envisager un futur et sa position a quelque chose d'humiliant, disons les choses. Et ça dure comme ça des années, jusqu'à ce qu'un de ses frères, en 1660, reprenne la couronne qui avait été donc si tragiquement perdue par leur père. C'est Charles II, qui va devenir donc roi d'Angleterre. Et elle a 15 ans à ce moment-là, et de nouveau, elle est très courtisée, comme par hasard. Et on va la marier l'année suivante avec le frère cadet de Louis XIV, donc avec notre monsieur, avec ce Philippe d'Orléans qui nous occupe toute la semaine. Henriette est devenue une belle princesse. Elle a pas tout à fait les traits classiques, mais elle a un charme extraordinaire. Elle avait les yeux noirs, nous dit l'abbé de Choisy, vifs et pleins du feu contagieux que les hommes ne sauraient fixement observer sans en ressentir l'effet. Ses yeux paraissaient eux-mêmes atteints du désir de ceux qui les regardaient, comme c'est joliment dit. Jamais princesse ne fut si touchante, jamais elle n'eut autant qu'elle l'air de vouloir bien que l'on fût charmé du plaisir de la voir.
Louis XIV est séduit, disons les choses. Il aime la conversation d'Henriette et sa culture et sa fraîcheur. Est-ce que son propre frère, est-ce que le mari d'Henriette est aussi séduit? Vous avez bien compris que non, évidemment. Monsieur ne songe qu'à ses mignons et sa femme ne l'intéresse pas beaucoup, disons les choses. Mais il y a néanmoins une forme d'estime qui s'installe entre les deux. Il faut imaginer autour de ce couple-là des mignons qui vont mener la vie dure à la princesse. Vous écoutez Radio Classique. Les années passent, le mariage d'Henriette et de Philippe d'Orléans n'est pas heureux, vous l'avez compris. Monsieur vit avec les jeunes hommes qui l'entourent et Henriette se laisse aller à des historiettes de cour, on pourrait dire des petites galanteries. Tout ça n'empêche pas la princesse de voir encore et encore son ventre s'arrondir, mais les relations du couple princier se dégradent terriblement, avec des désaccords, des éclats de voix, etc. Madame a notamment beaucoup de mal à supporter le favori de monsieur, qui s'appelle le chevalier de Lorraine, et qui est effrayant, irritant, qui fait exprès de la mettre hors d'elle. Madame ne fait pas que s'affliger. Elle agit en suppliant son frère, le roi Charles II, de faire pression pour la soutenir contre l'indélicat qui empoisonne, si j'ose dire, son quotidien. Et Louis XIV se désole de l'influence du chevalier de Lorraine sur son frère. Et donc, en 1670, c'est ce que je vous racontais hier, il décide d'envoyer des gardes se saisir du gêneur. Et on expédie le chevalier d'abord dans une prison et puis ensuite au-delà des Alpes, ce qui règle un problème mais qui en aggrave un autre, puisque maintenant monsieur est humilié, il est triste, il est blessé, il est fou de rage contre son épouse. En cette année 1670, ce n'est d'ailleurs pas le seul motif qui puisse nourrir son irritation, puisque Madame et le roi se voient maintenant à de très nombreuses reprises et pour parler d'affaires qui ont l'air très sérieuses. Et ça rend monsieur littéralement hystérique. Mais il se dit, mais en quoi mon épouse a-t-elle des entretiens privés avec le roi? Et pour parler de quoi? Eh bien, c'est que Louis XIV a besoin de sa belle-sœur. Elle peut contribuer à une alliance, elle peut aider des tractations avec Londres. Il s'agirait notamment de l'envoyer outre-Manche à la rencontre de son frère pour resserrer les relations au moment où le traité que l'on prévoit entre la France et l'Angleterre pourrait enfin être signé. Et Henriette accepte. Évidemment, monsieur est outré. Il faut imaginer le frère du roi faisant des cris et des colères. Il insiste pour que ce séjour, dont les causes réelles lui échappent évidemment, ne dure pas longtemps. Il pinaille sur tous les détails du voyage. Et quand enfin, en mai 1670, Henriette prend la route du Nord, elle n'est plus la jolie princesse qu'elle était 10 ans plus tôt. Disons-le, ses 8 grossesses l'ont marquée physiquement. Elle est affaiblie, les épreuves conjugales l'ont épuisée. Et ce séjour lui paraît une occasion de changer de décor. Et le 26 mai, 24 ans après avoir fait toute petite le voyage dans l'autre sens, rappelez-vous, elle est sur une embarcation qui est brinque-ballée par cette houle du Channel, comme disent les Anglais. Son frère l'attendait, nous raconte Simone Berthière. Joie des retrouvailles, fêtes, collations et festins, représentations théâtrales, non pas Shakespeare, mais Molière, traduit en anglais. Les discussions politiques avancèrent vite. Dès le 1er juin, le traité était signé. Et quand Madame rentre en France à la mi-juin, elle peut être satisfaite. Certes, les diplomates ont fait le gros du travail, mais elle a vraiment apporté sa pierre à l'édifice. Louis XIV l'accueille avec chaleur. Elle est invitée à des séances de travail pour rendre compte de son séjour. Pas de quoi calmer monsieur, qui est de plus en plus énervé. Et c'est dans ce contexte que va survenir ce que vous me permettrez peut-être d'appeler l'accident. Dans un grand récit qui inaugure, si je puis dire, le nouveau numéro d'Historia qui se trouve en kiosque en ce moment, le professeur Jean-François Saulnon nous raconte les débuts de cette affaire. Dès le 24 juin 1670, écrit Jean-François Saulnon, Henriette est sujette à de multiples maux. Elle se baigne néanmoins dans la Seine, le temps étant très chaud, et le samedi 25, elle déclare se sentir mal, ce qui lui interdit de s'y tremper une nouvelle fois, mais elle peut se promener au clair de lune jusqu'à minuit dans les jardins de Saint-Cloud, sa merveilleuse demeure. Elle dîne comme à son ordinaire et passe une bonne nuit, et malgré ce repos bienfaisant, le lendemain dimanche, la voix chagrine et de mauvaise humeur, elle qui est d'ordinaire douce et peu capable d'aigreur et de colère. Quelques visites la distraient, la conversation lui plaît, non sans parfois l'irriter. Madame est plutôt chafouine. Elle s'étend sur des coussins, elle s'endort, on la jugerait abusivement sereine si son abandon au sommeil ne révélait un visage plutôt torturé, alors que ses proches l'ont toujours vue aimable quand elle est au repos.
Madame va prendre le 29 juin après dîner un verre d'eau de chicorée et à peine l'a-t-elle porté à ses lèvres qu'elle est prise de maux de ventre, elle sombre, monsieur arrive, il est complètement sidéré, il voit sa femme en train de se tordre de douleur. Vous ne m'aimez plus il y a longtemps, dit-elle, mais c'est injuste, je ne vous ai jamais manqué. Et Louis XIV finit, alerté par l'entourage très inquiet de la princesse, par arriver à son tour, et il sut trouver pour la pénitente des paroles apaisantes, note Aimé Richard, qui est un biographe de Bossuet. Mais le fait est là, Madame se meurt, les larmes et les soupirs tétanisent la maison d'Orléans. Dans quelques heures, Madame sera donc morte. Franck Ferrand sur Radio Classique. Vous imaginez bien qu'après la disparition si bizarre de Madame, les suspicions vont aller bon train. Et d'ailleurs, elle-même, dans sa soirée d'agonie, a dit à son entourage qu'elle suspectait un acte criminel. Une préparation à base de quelques reptiles lui aurait même été servie pour essayer de contrer le poison. Évidemment, la fameuse chicorée, qui semble avoir tout déclenché, est évoquée comme arme du crime. Et sur ce point, il y a des témoins qui assurent qu'une dame de la suite de Madame se serait risquée à goûter l'eau de chicorée en question et qu'il n'y aurait eu aucune conséquence. Bon, plus tard, celle qui deviendra la deuxième épouse de monsieur et qu'on appelle la princesse Palatine, Madame Palatine croira à la responsabilité de Philippe de Lorraine. Je cite de nouveau Jean-François Saulnon. Elle fonde son jugement, partagé par Saint-Simon, nous dit-il, sur le récit d'un valet de chambre et du premier maître d'hôtel de Madame. On rappellera que le mémorialiste n'était pas encore né au moment de la mort d'Henriette. Quant au valet de chambre, il était déjà mort. Si les criminels étaient détenteurs d'un pareil secret, comment comprendre que Louis XIV les ait laissés en liberté? Quant à Antoine Deffiat, âme damnée du chevalier de Lorraine et éventuel complice, il est dit doté de qualités remarquables qui en faisaient, prétendait Madame, le seul de la troupe un peu moins fripon que les autres. On remarquera enfin que le roi autorisa Philippe de Lorraine à rentrer en France, le nomma maréchal, le gratifia de faveurs qui auraient été impensable s'il avait cru empoisonneur d'une belle-sœur dont il aimait la séduction et la culture. Reste le rôle trouble de la part des ennemis hollandais, mais l'hypothèse ne s'appuie sur aucune preuve, nous dit Jean-François Saulnon. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors ce qu'on attend dans ce genre d'affaires, évidemment, c'est l'autopsie, et elle est menée très peu de temps après le décès de Madame par un groupe de spécialistes qui vont se bousculer autour du pauvre cadavre, et il est demandé à l'ambassadeur d'Angleterre d'être là, d'assister à l'autopsie, pour des raisons diplomatiques que je n'ai même pas besoin de souligner, évidemment. Reprenons le bel article de Jean-François Saulnon qui évoque justement cette autopsie. L'autopsie demandée par le roi et par monsieur est pratiquée portes ouvertes en présence d'une centaine de médecins, chirurgiens et diplomates, nous dit-il. Elle révèle un poumon gâté, l'abdomen envahi de bile, le foie tombant en miettes, l'intestin en putréfaction, à quoi s'ajoute une tuberculose pulmonaire, le tout concluant à une mort naturelle. En termes courants, l'autopsie confirme que la princesse était en très mauvaise santé, et ce, de longue main. En raison de l'état déplorable de ses organes vitaux, on s'étonne même qu'elle ait vécu si longtemps. Aussi est-il impossible de conclure à un empoisonnement. L'autopsie est loin d'être déterminante. Certains la jugent ridicule. On préférera la dire imparfaite, biaisée. Si la cause de la mort est une bile imprévisible, on évite de relever des indices d'un crime qui aurait éclaboussé la famille royale et, sans doute, déclenché une crise politique entre Paris et Londres. Et oui, c'est cela aussi le problème. C'est qu'il fallait, quoi qu'il arrive et quoi qu'on ait pu découvrir, essayer de ménager les affaires diplomatiques entre les deux puissances. Est-ce que la médecine moderne est aujourd'hui en mesure de trancher ce que les médecins du temps n'ont pas su véritablement décider ?
Des doutes vont subsister, mais il semblerait bien que le poison ne soit pas responsable de la mort de madame. Il y a un autre scénario, c'est Jacqueline Duchesne, la biographe d'Henriette d'Angleterre, qui l'explique à la suite de travaux d'un médecin du milieu du XXe siècle. L'atteinte grave et ancienne du foie, dit-elle, que démontre donc l'autopsie, a empêché une évacuation normale de la bile, ce qui explique la grosseur de la vésicule anormalement remplie. Madame souffre depuis un certain temps de cholécystite aiguë. L'occlusion intestinale s'installe dans les derniers jours. Le 29 juin, la douleur violente et brusque marque la contamination péritonéale généralisée provoquée par la fuite de la bile. Péritonite sans perforation visible, mais par exsudation, et la biographe de conclure, on n'a pas eu besoin de la tuer, la bonne nature s'en est chargée. De là à dire que certains n'ont pas applaudi à ce qu'avait décidé la nature, ça c'est une autre affaire. Vous écoutez Radio Classique.